appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh,
inconvénients qui peuvent toucher soit le décideur ou nous-mêmes impacter notre environnement afin que notre pays soit plus meilleur. Donc, bonjour à tous ce matin et je suis très content d'être avec eux ce matin. Merci en tout cas à vous. Eh bien, avec vous tous, ce matin, on parle justement de la publication des listes par Elecam. Eh bien, déjà, vous avez constaté au sein du RDPC que vous avez une position assez grandissime. J'ai cité tout à l'heure les régions dans lesquelles vous êtes déjà assez présent. Ce n'était pas une surprise, Martial Bessala. Non, pas de surprise. Je vous disais dernièrement que le RDPC a suffisamment préparé son élection. Le RDPC prépare chaque élection à la fin d'une autre et chez nous, nous ne sommes pas surpris par une élection parce que simplement nous sommes bien implantés sur le terrain et nos cadres politiques veillent au quotidien de jour comme de nuit pour essayer de garder en haleine nos militants, garder en haleine nos états-majors et nous sommes toujours prêts et nous serons toujours prêts. Mais maintenant, je voudrais dire que vous savez que c'est la première élection sénatoriale où le RDPC va dans toutes les 10 régions sans disqualification de liste. C'est déjà une première et vous voyez que nous-mêmes nous sommes en apprentissage et en étude. Vous savez qu'en 2013, nous avons investi sur les 10 régions, nous avons vu les organisateurs des élections au Cameroun nous retirer 2 listes qui avaient des irrégularités dans la Damawa et dans la région de l'Ouest. En 2018, ça a encore été le cas dans la région, je crois, de l'Ouest et autres. Mais maintenant, nous nous sommes retrouvés dans une plus grande concentration, un plus grand sérieux, une plus grande considération de cette élection au point où nous sommes réajustés, nous sommes mis à jour et aujourd'hui nous sommes capables de pouvoir présenter 10 listes sur les 10 sans irrégularité. C'est déjà la première victoire au sein du RDPC. La deuxième étant que aujourd'hui nous sommes, vous savez, quand vous faites l'observation, le RDPC a parvenu et à voir à être le seul parti qui va en compétition dans 2 régions sur 10. Vous voyez que c'est déjà pour nous un avantage, c'est vrai. Et pour le reste des 8 régions qui restent, nous y allons avec beaucoup d'humilité, nous y allons avec beaucoup de modestie, nous y allons avec beaucoup de prudence, nous y allons avec beaucoup de sérieux, nous y allons pour conquérir l'ensemble des sièges qui s'y trouvent pour essayer de garantir cette majorité, la plénitude de la majorité parlementaire au niveau de la deuxième chambre de notre Parlement, à notre exécutif qui est majoritairement RDPC également, et au président de la République qui est issu de notre coloration politique, afin de lui donner les coups de franche pour une gouvernance et l'implémentation de notre vision politique. Donc nous n'y allons pas avec la suffisance d'avoir la majorité des conseillers à notre coloration. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont une certaine capacité de réflexion, une certaine capacité de choix, puisque ce sont les conseillers municipaux, ça veut dire qu'ils représentent leur collectivité, ils représentent beaucoup de personnes, beaucoup de militants qui comptent sur eux. Alors, ces conseillers municipaux, que ce soit du RDPC ou d'ailleurs, et aussi des chefs traditionnels qui ne sont forcément pas de la coloration politique ou tenus par un mandat ou une directive d'une chapelle politique, oui. Ces hommes et ces femmes chefs traditionnels sont capables de choisir eux-mêmes dans leur prérogative, comme ils ont choisi. Ils se sont choisis entre eux les pairs. Ce n'était pas les partis politiques qui leur dirigeaient, qui leur donnaient autant pour moi la ligne à suivre. Alors, ces hommes et ces femmes, il faut faire très attention à cette élection. Voilà pourquoi elle est complexe et le RDPC en a suffisamment conscience et le RDPC il va avec des armes et des stratégies adapter la nouvelle configuration du corps électoral pour les sélectoriales de cette saison. Je peux d'abord m'arrêter là pour essayer de ne pas monopoliser la parole et laisser parler les autres. Merci Martial Bessala. Monsieur Vincent de Paul Yédé, eh bien vous représentez sur ce plateau le PCRN chapeauté par Cabral Libi, député bien sûr. Eh bien on constate la présence du PCRN uniquement dans la région du littoral. Lorsque vous avez pris connaissance de la publication des listes faites par Elecam, quelle était votre interprétation? Surprise ou alors vous y attendiez particulièrement? Non, vous venez de le dire, le PCRN a choisi de candidater, de concourir dans la seule région du littoral. Et donc, nos équipes ont pris le grand soin de se rassurer que les listes sont conformes
aux exigences voilà, de la loi. Et donc, lorsque à la fin notre liste passe, c'est vrai, il y avait un léger suspense quand même, mais c'est un soulagement. Et nous sommes rangés en rang de bataille pour aller conquérir ces grands électeurs dont je fais partie. Et en ce qui concerne la présence grandissime du RDPC, qui d'ailleurs vous challenge également dans la région du littoral, quelque chose à dire par rapport? Mais non, il n'y a pas de surprise à cela. Vous savez, l'élection dont il est question se situe au sommet d'une pyramide, dont tout part de la base à partir des élections municipales et les régionales qui en sont la conséquence. Et donc, au sénatorial, ce n'est que le couronnement. Maintenant, on n'est pas également surpris par l'omniprésence du RDPC. Dois-je rappeler ici que le RDPC est la transformation de l'UNC, qui était le parti unique, le RDPC parti unique, et qui regroupe en son sein la plupart, sinon la totalité des cadres de toutes les administrations, et d'administration étant présentes partout. Il n'y a pas de surprise que le RDPC, qui bénéficie de cette machine-là, soit présent. On va juste déplorer, peut-être qu'on va en parler après, le code électoral qui à un moment donné ne tient pas compte de la proportionnelle, parce qu'à la fin on aura des résultats qui ne reflèteront pas la réalité même du terrain, c'est-à-dire que vous aurez l'impression, là où le RDPC va gagner, qu'il n'y a pas d'autres formations politiques dans cette zone, et pourtant il y en a. Donc si il était appliqué une certaine proportionnelle, on aurait un visage un peu plus différent. Mais malheureusement, et là encore, ça peut se comprendre puisque c'est lui qui est à la base des lois, je veux parler du RDPC, il ne peut voter que celle qui l'arrange. Et donc, voilà. Eh bien, Albert, ici, sur ce plateau, peut-être vous qui avez eu connaissance également de ces listes, quelque chose à dire par rapport, on parle de ces sénatoriales qui auront lieu en mars prochain. Oui, disons que déjà il faut noter qu'il s'agit de là d'un scrutin direct. En ce qui concerne les listes qui ont été envoyées à l'ECAM, qui est l'organisme en charge de l'organisation des élections au Cameroun, vous avez 23 listes qui ont été retenues par cet organisme-là, 10 listes qui ont été rejetées. Et je note également que c'est le RDPC, enfin le parti au pouvoir, le RDPC, va compétir sur tout l'étendue du territoire, c'est dans les 10 régions du Cameroun. Et il faut également noter que, selon la loi, nous avons 100 sénateurs à la chambre haute du Parlement, si vous voulez, du Parlement camerounais. Sur les 100 sénateurs, vous en avez 3 qui sont élus, et 70 qui sont élus, 70 qui sont élus autant pour moi, 30 qui sont nommés par le président de la République. Je pense qu'il va falloir un peu changer un peu la structure juridique de cette affaire-là. Il faut pour que tout le monde puisse compétir sur le terrain. Parce que le fait que très souvent certains soient nommés par le président de la République, ça donne l'impression qu'il s'agit là, le Sénat devient beaucoup plus une chambre d'enregistrement que cette chambre-là qui est capable, qui doit pouvoir légiférer sur les projets de loi qui sont déposés au niveau du Parlement, de la chambre basse du Parlement camerounais. Donc je pense qu'il s'agit, je crois également qu'il y a 14 partis politiques qui vont compétir. Je crois quand même c'est énorme. C'est énorme par rapport aux dernières statistiques relatives aux dernières élections sénatoriales. Donc c'est intéressant, ça veut dire que le processus démocratique est à marge, mais ça pose quand même un problème fondamental, qui est celui de savoir si véritablement le Sénat est une institution qui en vaut la peine dans le contexte des processus de décentralisation. Parce que j'ai constaté, comme beaucoup
sur ce plateau, y compris le représentant du BCN, monsieur le représentant du RDPC, au même titre que certains auditeurs qui nous écoutent, que très souvent, les lois qui sont renvoyées à la chambre haute du Parlement camerounais passent comme il est de la poste. Et ça dit que dès que ça commence au niveau de la chambre basse, il n'y a aucune modification, ça repart du côté du Sénat. Ça passe comme ça passe carrément. Donc il n'y a pas un contre-pouvoir de ce côté-là. Est-ce que c'est dû au fait que le RDPC soit majoritaire dans les deux chambres du Parlement camerounais, ou bien c'est parce que l'opposition est sous-représentée ou très peu représentée, ou alors c'est parce que cette opposition ne travaille pas dans la dynamique de faire des propositions. Donc je crois qu'il faut quand même questionner la pertinence, n'est-ce pas, du maintien de cette institution qu'on appelle le Sénat, même si c'est prévu dans la loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution camerounaise, en l'occurrence c'est de 1996. Merci Albert Anatole Aïssi pour ce premier jet, merci infiniment. On retrouve Martial Bessala du côté du Centre Cameroun. Vous êtes avec nous toujours? Oui, je vous écoute, madame, religieusement, avec beaucoup d'intérêt et je suis très content pour les opinions des uns et des autres. Merveilleux. Alors, après avoir écouté tous les autres sur le plateau, après avoir également constaté que le RDPC est partout, c'est-à-dire dans les 10 régions du Cameroun, quels sont les objectifs de ce parti, ou du moins, quelles sont les différentes stratégies à mettre sur place, même si on a bien l'impression que les jeux sont déjà jetés? Non, les jeux ne sont pas jetés. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Ceux qui ont eu déjà une expérience politique savent qu'aucune élection n'est gagnée d'avance. Et que même ce que vous pouvez considérer la veille d'une élection ou 2 minutes avant l'élection, le vote, comme étant actif pour vous échapper dans l'urne. Donc il faut faire très attention et pour mobiliser. Voilà pourquoi le RDPC est président. Voilà pourquoi le RDPC il va avec beaucoup de qualité. Je vous dis que pendant les élections régionales, nous avons vu dans le sens, par exemple, le parti de M. Yédé, mon frère Yédé, qui a eu des voix pendant l'élection régionale dans les départements et les circonscriptions où il n'avait aucun conseiller municipal, par exemple. C'est une image très forte. Et par ailleurs, où il pensait avoir déjà assez de conseillers municipaux pour avoir au moins un conseiller régional. Ces conseillers municipaux étant dans l'urne, ont voté contre. Donc, c'est autant des réalités politiques qu'on vit sur le terrain. Donc, le RDPC est président. Le RDPC, il va avec beaucoup d'attention. Donc, pour les stratégies, elles sont certainement très cachées parce qu'on ne va pas les dévoiler ici. C'est que nous avons un adversaire dans le littoral qui est là. Je ne vais pas dire ici que le RDPC, comme fait ceci, dit ceci aux conseillers, y compris. Mais une chose est sûre, le RDPC ira rencontrer tous les plus de 10 000 conseillers municipaux du Cameroun. Qu'ils soient du RDPC, qu'ils soient du PCRN, de l'UPC, je sais, tout parti qui a un conseiller municipal au Cameroun sera le RDPC venir lui porter à sa connaissance le projet de politique du RDPC pour l'élection sénatoriale, pour la Chambre sénatoriale, le projet, la vision, la position de poids, les garanties d'implémentation de la vision de l'accélération de la décentralisation portée par le RDPC lors de cette élection, les garanties de modernisation du travail parlementaire, notamment de la Chambre sénatoriale de notre Parlement, le projet de redynamisation, le projet de l'implémentation de l'accélération de la démocratie. Ils ont parlé du cours électoral et autres. Je pense que le Sénat est dans ses missions aussi à la compétence de légiférer. Alors, le Sénat, les partis politiques qui aujourd'hui, du fait qu'ils n'ont pas assez de conseillers municipaux pour avoir des sénateurs, peuvent s'associer au projet de l'accélération de la célérité du travail parlementaire, notamment de la présence des lois au niveau de notre Parlement, en associant leur voix à celle du RDPC pour consacrer cette majorité-là qui pourra porter la voix, qui pourra porter dans ces projets et ces propositions-là au niveau du Parlement par la majorité RDPC pour que ces lois-là soient mobilisées. Je vais vous rappeler que historiquement, en 1998, la session de novembre 1998, c'est un Parlement 100% RDPC qui a mis en appliquer les lois sur les libertés, sur le multipartisme, sur la liberté de la communication sociale, sur l'ordre public,
toutes ces lois sur les libertés-là ont été mises sur pied par un Parlement 100% ordinaire. Donc la majorité qui l'a fait, et c'était d'ailleurs la seule coloration politique au niveau du Parlement. Donc aujourd'hui, je vais dire le code électoral a été c'est toujours la majorité RDPC. Je vais dire les lois sur le code général des collectivités territoriales décentralisées, c'est la majorité RDPC qui a voté ces lois. Aujourd'hui, on peut les critiquer, elles ne sont pas parfaites, mais il faut savoir que ce travail parlementaire-là peut se faire avec la majorité RDPC, qui n'est pas une majorité qui l'existe pour un pays précis et que nos adversaires, certainement arrivés au Parlement, vont légiférer pour un autre pays. Non, nous légiférons tous pour notre pays, pour le bien de notre pays, pour la sécurité et la bonne vie dans notre société. Nous mettons en place une loi également pour que les générations futures puissent trouver un pays dans lequel il peut avoir des lois qui sont des lois futuristes. Donc, associons-nous, mettons nos voix ensemble pour qu'on essaye de construire et bâtir un Parlement qui est capable aujourd'hui de représenter valablement les collectivités territoriales décentralisées. Je veux dire que cette mandature du Sénat a des enjeux très, très, très importants. Il y a même un enjeu de participation. Parce que lorsqu'on vous parle du statut particulier, statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les gens demandent souvent où est le contenu, mais lorsque vous lisez l'article 26 de la Constitution qui vous dit que du domaine de la loi, il y a un bon tiret qui est là, qui dit que ce soit l'organisation, que ce soit le fonctionnement, que ce soit le transfert des compétences, le transfert des discours, et tout ce qui est régulé et la tutelle sont du domaine de la loi. Alors, les CTD, même à registre particulier, à registre spécial, à statut spécial, peuvent participer à la construction de la loi, mais ne peuvent pas légiférer. C'est le Sénat, c'est le porte-voix des collectivités territoriales décentralisées quand l'Assemblée nationale porte la voix du peuple. Donc, c'est très important de le dire. Et je voudrais aussi dire, j'ai suivi tout à l'heure que mon frère Albert dit qu'il faut qu'on essaye de voir comment on modifier, il faut pas qu'on nomme 30 personnes. Non, mon frère Albert, quand le président de la République, en tant que chef de l'État, a la prérogative de nommer 30, imaginez-vous si on avait laissé. Vous avez des régions comme le centre, par exemple. Le centre, c'est tout département, par exemple. Vous avez donc la possibilité d'aller aux élections pour les 10 départements. Ça fait un siège par département. Et ils vont peut-être qu'ils peuvent investir. Maintenant, le président est en mesure de faire des réajustements. Ces réajustements peuvent tenir sur le genre, par exemple, sur la sociologie. Imaginez-vous les listes où on met, vous avez vu là, quand j'ai vu les listes, la majorité des listes sur les 7, c'est 2 femmes, ou qui voilà, par-ci, par-là. Non, il faut analyser vers la parité. Il faut travailler vers la parité. Et seul le président peut essayer de rééquilibrer puisque les investitures sont des captations politiques dans les chapelles politiques. Et même dans le parti politique, le PTRN, le président de la République, chef de l'État, en tant que président de la République, peut voir une ressource capable de représenter les collectivités territoriales décentralisées. Le PTRN a plus de 5 mairies, je crois 7 mairies, sont 7 mairies. Alors, le président peut penser que ce parti politique ayant... Pour chuter, Martial Bessala. Oui, je sors par là, à réussir à conquérir cette collectivité territoriale décentralisée, pour connaître ce que les CTD, pour connaître les réalités des CTD, pour représenter ce CTD au Sénat, pour mieux les représenter et les défendre. Et par sa plume, puisque le CTRN, sur l'équilibre électoral, ne peut pas les battre sans donc de nommer un des personnages ayant une expérience avérée au PTRN dans le Sénat pour représenter les CTD, pas pour représenter le PTRN, par exemple. Donc, cette plume-là est très importante. Il faut plus de femmes, il faut plus de jeunes, il faut plus d'adversaires, il faut plus de personnalités morales, des historiques traditionnelles, les personnes des syndicats, les journalistes. Vous savez, les journalistes au Sénat qui ont été nommés par le président. Il faut toutes ces corporations-là ensemble au Sénat pour essayer de constituer ce qu'on appelle la chambre de la sagesse. Voilà pourquoi les 30 sont très importants. Parce que du haut de sa position, il est capable de prendre toutes les autres corporations au-delà de des chapelles politiques pour faire monter des personnalités qui peuvent valablement représenter nos collectivités territoriales décentralisées. Voilà pourquoi nous n'avons rien contre la nomination des femmes, parce que nous savons que dans les femmes, ce n'est pas politique, c'est purement souverain, c'est purement
purement administratif et c'est purement républicain. Merci infiniment, honorable Martial Bessala. Ce matin, je crois que si besoin, on reviendra vers vous courant de cette émission. Eh bien, avant peut-être que le représentant du PCRN ici prenne la parole, notre consultant veut donc réagir à quelques propos de Martial Bessala. Allez-y. Je voudrais tout simplement, il a convoqué un élément important, c'est-à-dire oui. la question de la parité au niveau de la représentativité, n'est-ce pas, au sein de la Chambre ou du Parlement camerounais. C'est une question qui peut se régler au sein des formations politiques. La question de la parité, la question des jeunes. Donc, en plus, nous avons pensé à un moment donné, et à tort je crois, que le Sénat c'était la Chambre des sages. Mais je pense qu'il est désormais établi que si vous êtes âgé de 40 ans, vous pouvez postuler au poste de sénateur. Donc, je crois que le problème que M. Martial Bessala évoque sur la question de la parité, ça peut se régler aussi les partis politiques suffit seulement de revoir le code électoral en la matière. C'est-à-dire on insiste, on impose aux formations politiques de régler cette question. Ce n'est pas le président de la République qui juge les partis dans ce processus. C'est important parce que dès lors que le président de la République est jugé parti, c'est-à-dire qu'une chambre qui devrait être, je veux dire, une institution contradictoire où se joue la contradiction politique devient une sorte, une chambre monocolore où ça pose un problème au niveau de l'éthique politique et démocratique. Merci bien Anatole Aïssi. Monsieur Vincent de Paul Yédé, à ce qu'a dit tout à l'heure Martial Bessala du RDPC, vouliez-vous ajouter quelque chose avant que bien sûr je ne vous interroge pour le compte du PCRN? Je voudrais tout simplement rebondir sur un ou deux aspects, mais je commencerai par la chute du consultant ici tout à l'heure. Je voudrais dire que les nominations au Sénat ne sont pas une exclusivité pour le Cameroun. Ça se fait même aux États-Unis, on nomme. Et puis, vous savez, que se passerait-il si un président de la République, si son parti perdait les élections et qu'il se retrouve avec des sénateurs tous de l'opposition? Il faudrait bien qu'il soit capable de nommer pour porter la voix du parti qu'il a porté au pouvoir à l'intérieur du Sénat. Non, je crois que on peut faire un certain nombre de reproches, on peut questionner le fonctionnement de notre Sénat, et c'est là où je rebondis sur ce que disait l'honorable là tout à l'heure. Il parle comme si le RDPC s'engageait ou entrait au Sénat pour la première fois. Je voudrais lui rappeler qu'il y a déjà eu deux mandatures et c'est la seconde qui s'achève comme ça. Tout ce qu'il dit, toutes ces bonnes intentions, ils auraient bien pu les implémenter durant cette période. Donc moi je pense que ces arguments qu'il évoque là ne sont pas suffisants, n'est-ce pas, pour justifier le fait que le RDPC veuille, n'est-ce pas, se représenter encore une fois à cette élection. Voilà. D'accord, merci. Eh bien, vous êtes donc issu du PCRN, le parti qui est tout de même sur une courbe croissante depuis sa création. Merci. On connaît votre politique principale, celle de faire inscrire sur les listes électorales un bon nombre de Camerounais. Cette fois-ci, quel sera le pilier de cette élection? Mais disons que le PCRN, comme vous le savez, s'est engagé, c'est un parti républicain et il s'est engagé à participer à toutes les échéances qui se présentent. Donc nous avons commencé par les municipales et les législatives, nous avons continué avec les régionales et c'est tout à fait normal que nous couronnions par les sénatoriales. Vous savez également, ce processus il couronne, n'est-ce pas, le parachèvement de la décentralisation et le PCRN en 2019 a participé aux travaux du grand dialogue national et il était question d'implémenter un certain nombre de résolutions et donc participer à cette élection contribue effectivement à donner, à apporter notre touche à ce que cela puisse être accompli. Mais c'est également une occasion pour nous
n'est-ce pas, de faire un marketing politique. N'est-ce pas? Ça nous permettra d'aller vers des... C'est donc ça l'objectif principal de ces sénatoriales 2023 pour le PCRN? L'un des objectifs. Donc, on va rencontrer les différents grands électeurs. Oui. On va partager notre offre. On va partager notre conception, n'est-ce pas, de ce que doit être le Sénat, de comment doivent se comporter les sénateurs et nous proposer comme étant ceux-là même qui sont capables d'impulser, n'est-ce pas, cette dynamique là-bas. Et puis, en même temps également, ça nous permet de mettre sur le marché un nouveau personnel politique. Parce que vous l'aurez peut-être pas remarqué, c'est de nouveaux visages que le PCN met sur la place publique comme ça, n'est-ce pas, pour montrer qu'il y a de la ressource à l'intérieur de l'autre parti. Mais comme je le disais, dans la région du littoral, il y a quand même plus de 200 conseillers municipaux de l'opposition. Et sur un total, sur un collège de 1090, vous voyez que le gap pour atteindre les 50% n'est pas très important. Donc on pense que non seulement on participe, mais on va véritablement challenger, n'est-ce pas, le parti au pouvoir, surtout que l'UPC qui avait présenté des candidatures dans la région du littoral a été écarté. Donc il n'y a pas de raison que les voix de l'opposition se dispersent et que il sera de bon ton que nous puissions former un front commun, n'est-ce pas, pour aller séduire les grands électeurs du parti au pouvoir. D'accord. Et bien, avant de revenir vers le consultant, on termine rapidement avec Monsieur Martial Bessala au téléphone. Vous êtes toujours là? Je suis là, madame, je vous écoute religieusement. Alors, oui. Alors, puisque puisque vous êtes sur le point de partir, n'est-ce pas, ce matin, en tout début d'échange, Vincent de Paul Yédé a souligné ici des points sur le code électoral qui ne permettraient pas cette proportionnelle, justement, dans l'élection sénatoriale pas de 2023, ça a toujours été le cas. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cela, justement? Non, c'est une... Je pense que mon frère Yédé s'est trompé parce que s'il lit bien la souveraineté 117 du cours électoral, il va se rendre compte que c'est un système mixte, c'est un système à majorité simple, et il y a l'autre part du système d'élection sénatoriale au Cameroun, qui est le système de représentation proportionnelle en fonction du pourcentage au-dessus. Quand le parti en tête n'a pas la majorité absolue, il y a le partage de sièges. C'est bien possible. Donc, et quand vous regardez, vous analysez bien la région de Dieu, actuellement, il y a encore une structure si loyale de cité ne travaille pas suffisamment qu'on puisse arriver à cette situation parce que les conseillers sont au coup à coup. Si on mélange tous les conseillers municipaux qui sont les colorations de nos adversaires politiques, de l'opposition, vous verrez bien qu'ils sont très proches du nombre des conseillers municipaux du RDPC. Donc, il peut avoir un rééquilibrage, un partage proportionnel de ce côté-là. Si les opposants ou nous positionnons nos adversaires mutualisent les forces pour une fois, pour essayer de parler d'une même voix. Et vous avez de ce côté, il y a plein de listes, plein de là. Et je ne sais pas s'il y a dispersion de voix. Le RDPC pourra avoir la majorité absolue, mais si ces adversaires-là pouvaient s'allier, mais il se fait ça, je crois, derrière un tel parti politique, le RDPC serait obligé de partager les sièges dans la région pour faire, parce que c'est ça, parce que les politiques sont allés, quand il y a 4 partis politiques en compétition là-bas, pour la même circonscription. Donc, c'est bien possible, c'est prévu, mais pour une bonne organisation. Pour le code électoral, moi je suis constant là-dessus. Vous savez, nous venons de loin, il faut bien reconnaître les avancées et reconnaître également que les amendements demandés ne sont pas simplement des partis politiques. Les amendements demandés sont parfois de ce code-là, de même de l'initiative de l'organe en charge même de l'organisation des élections et des campagnes a fait des amendements là-dessus. Donc, nous qui organisons les élections, et c'est le MONA qui décidait avec des démembrements les plus
Alors, c'était plus suspicieux de laisser cet organe, une administration comme celle-là organisée. Dans un système, un environnement comme le Cameroun, peut-être qu'en France, il n'y a pas un organisme qui organise des élections, mais c'est l'administration. C'est moins suspicieux peut-être pour certains démocrates, mais nous pensons que c'est irrégulier et ce n'est pas bien. Surtout quand on a en compétition électorale des candidats sortants qui relèvent l'administration comme président de la République sortant qui a nommé ce candidat-là. Nous avons avancé. Au niveau de la sécurité juridique, nous avions des textes épars qui organisaient les élections. C'est-à-dire chaque élection avait son texte. Ces textes concrétisaient quelquefois. Il y a manqué de cohérence et d'harmonisation des textes. C'est ça qui faisait l'insécurité juridique à cette époque-là. Voilà pourquoi les contentieux électoraux étaient aussi virulents dans les espaces. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un code électoral. C'est déjà une compilation de ces textes-là, une harmonisation qui garantit une sécurité juridique. C'est déjà une avancée. Nous sommes allés à un organe, comme on l'appelle ELECAM aujourd'hui. Il n'est pas parfait, ELECAM. Il fait ses classes et vous voyez que depuis de plus en plus ELECAM organise des élections. Plus il prend de l'expérience, il gagne en expérience, il gagne en spécificité, il gagne en suffisance et il gagne bien évidemment en célérité en matière d'élection électorale. Vous voyez comment ELECAM gère aujourd'hui les collèges électoraux de l'élection sénatoriale. C'est vrai, elle n'est pas aussi dans ses danses comme les autres élections municipales, les assises et présidentielles, mais l'ELECAM, à chaque élection, c'est un test pour essayer de se réajuster, de s'amender et se perfectionner. Donc, nous avons un système électoral qui est simple. Vous avez le système simple, vous avez le système majoritaire proportionnel pour certaines élections, vous avez un système qui n'est pas multiplié comme je vois souvent ailleurs, où les batailles et les panassages et autres se font et qui complexifient. C'est un système électoral simple. Nous disons que aujourd'hui, il n'est pas parfait, je me résume, il n'est pas parfait, il peut être perfectible, travaillons à ce qu'il soit perfectible, mais reconnaissons toujours que ce système électoral est l'un des plus gros actifs de la construction de la démocratie de notre nation, parce que quand on sait qu'on vient de loin et qu'on sait que les élections sont ailleurs les éléments endogènes les plus avancés, les plus pertinents, ceux qui ont posé les guerres civiles partout, ceux qui ont déstabilisé les nations, penser à la côte. Vous chutez, Martial Bessala. Donc, nous disons que nous pouvons perfectionner notre système électoral qui sont nouveaux acquis et que vive la démocratie, vive les autres partis politiques et que vive la République camerounaise. Je crois que c'est notre pays, nous sommes très fiers des avancées positives au plan politique et démocratique et je souhaite bonne chance aux candidats du PPRN et comme aux candidats du RDPC dans la maison à la rendez-vous. Merci infiniment Martial Bessala, excellente journée à vous du côté du centre Cameroun et merci d'avoir fait un tour par ici. Eh bien, Vincent de Paul Yédé, peut-être la parole à vous d'abord avant de retrouver notre consultant ce matin. Vous, oui. En fait, je voulais apporter une précision là tout à l'heure quand il parlait de la proportionnelle et en donnant l'impression que je m'étais trompé. Je sais qu'il y a une proportionnelle qui s'applique lorsque la majorité est relative. Mais seulement, on a toujours posé ce problème-là. Je voudrais prendre un exemple simple. Le PCN a été dans la commune de Douala 3e. Où nous sommes conseillers municipaux. Alors, le parti au pouvoir a eu à peine 40%. N'est-ce pas? Il était en tête, suivi du SDF et du PCRN. Si on va voir en termes de nombre de voix, on cumule celles du SDF et du PCRN. Elles sont largement au-dessus de ce que le RDPC a eu. Et donc, s'il fallait appliquer une proportionnelle en fonction du nombre de voix, cet exécutif serait entre les mains d'une coalition, soit RDPC, SDF, soit SDF, PCRN, soit RDPC, PCRN. Et donc, la proportionnelle dont on parle ici, c'est quel est le reflet de la réalité sur le terrain. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le RDPC, ayant eu la majorité relative, se croit d'abord la moitié des sièges et maintenant on applique la proportionnelle sur la deuxième moitié en fonction du nombre de voix, n'est-ce pas? Donc c'est pour cela que je disais que en matière de proportionnelle, ça ne reflète pas la réalité sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand le RDPC
la Douala 3e a plus de 45 conseillers sur 60. Ce n'est pas son poids véritable. Donc, on aurait bien pu tendre vers ce système. Mais, tel que je l'ai dit au départ, on comprend que, puisque c'est eux qui sont les plus nombreux et qui votent les lois, ne peuvent donc pas voter une loi qui ne leur soit pas favorable. Anatole, ici. Écoutez, déjà, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai indiqué, il s'agit d'une élection directe. Et ça dit, ce sont les conseillers municipaux qui vont choisir leurs sénateurs. Et je suis très inquiet pour les candidats de l'opposition. Tout à l'heure, M. Vincent de Paul Yédé indiquait que sur environ 1090 conseillers, l'opposition dans son ensemble, dans sa grande majorité, ne cumule qu'environ à peine 300 conseillers. Vous voyez donc le match est gagné d'avance. Parce que les conseillers n'élisent que leurs candidats. Un conseiller du RDP ne lirait jamais un conseiller du PCRN ou bien du RDF. Cela s'est déjà vu. Donc, sauf si... Et il a rappelé là tout à l'heure. Sauf s'il s'agit d'un vote sanction. Par exemple, nous avons vu ça. C'est-à-dire que vous avez le conseiller majoritaire du RDPC qui élise un sénateur de l'opposition. Là, c'était le vote sanction. Donc, je pense, dès lors, si nous prenons du point de vue mathématique, ce que je viens de dire, ça veut dire que pour l'opposition, c'est foutu d'avance. Mais c'est pas ça le débat. Le débat porte, de mon point de vue, sur l'avancée du processus de décentralisation, parce que le Parlement, je veux dire la Chambre haute du Parlement, comme ça dit le Sénat, est une institution qui est prévue dans la Constitution de 1996 que j'ai tout à l'heure convoquée. Donc, nous voyons donc que les institutions démocratiques sont en train de se mettre en place progressivement, mais sauf que elles restent un peu trop sur le contrôle du parti au pouvoir, bien de la majorité présidentielle. Je crois que dès lors, il faut quand même essayer d'ouvrir le débat à ce niveau-là. Ce que je conseille également avec beaucoup de satisfaction, c'est que même au sein du RDPC, ils ont choisi le rajeunissement, n'est-ce pas, je veux dire, j'ai envie de dire des acteurs politiques, si vous voulez. Ils ont changé, ils ont procédé au rajeunissement des acteurs politiques. Ils ont mis de côté ceux qui avaient déjà 2 mandats au moins. Le renouvellement, c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, ils ont choisi donc le renouvellement justement de leurs militants, de leurs candidats. Je veux dire, donc si vous aviez déjà, en tout cas précédent, si vous aviez déjà fait 2 mandatures, vous ne pouviez plus faire une 3e. Donc c'est une très bonne chose. Donc ça permet de donner la chance à d'autres. Je pense que pour revenir sur la question de la parité, ça c'est un débat qui doit concerner de mon point de vue, les formations politiques. Tout à l'heure, M. Vincent de Paul Yédé prenait pour exemple le fait qu'aux États-Unis, on choisit également, le président choisit également ses sénateurs. C'est un mauvais modèle. Pour penser par exemple, c'est les modèles démocratiques qui sont surannés. Nous avons dû le constater que c'est des modèles qui ne marchent pas. En tout cas, moi, en tant que journaliste engagé, journaliste, nous ne pouvons plus nous inspirer de ces modèles démocratiques qui sont surannés, qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, qui ne sont pas adaptés à nos besoins, à notre vision, surtout à nos problèmes. Parce que nous devons mettre en place des institutions démocratiques qui cadrent avec nos réalités, avec nos problèmes, et non ces modèles démocratiques. Je n'ai pas demandé d'aller inventer ou réinventer le fil à couper de bord, mais nous devons plutôt mettre en place des institutions démocratiques qui correspondent à notre vision de l'avenir, à nos réalités, à la fois anthropologiques, sociologiques, politiques, et tout ce que cela comporte. Donc, je crois que ce n'est pas un très très mauvais exemple de dire que si le président des États-Unis peut nommer quelques sénateurs, on peut également s'en inspirer, non. Nous savons qu'ils sont tous des démocrates. Ils le disent, qu'ils sont des démocrates, mais dans la pratique, ils ne le sont pas. Monsieur Yédé ne vous apprend rien. Donc, je pense que c'est un très très mauvais exemple de ce côté-là. Je voudrais terminer mon propos en disant que il faut absolument que le processus, parce que je crois que c'est ça l'objectif des prochaines élections sénatoriales, c'est de permettre à ce que les institutions démocratiques, le processus de décentralisation, se mettre véritablement en marche. Parce que jusqu'ici, c'est un peu coincé.
c'est un peu coincé au point où vous avez encore des débats autour du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, vous avez encore des débats sur la dotation générale, n'est-ce pas, de la décentralisation. Oui. Donc, je pense que là, ce sont des goules d'étranglement qui ne permettent pas justement aux acteurs politiques, je veux dire, comme M. Yédé, de pouvoir véritablement se déployer. Tout reste concentré au niveau du pouvoir central et ça, c'est un problème. Merci infiniment. On va terminer avec Vincent de Paul Yédé sur ce sujet avant d'entreprendre bien sûr le second avec notre consultant permanent. Le PCRN, lui, donc, est dans le littoral avec pour objectif de s'imposer progressivement de ce côté-là. Eh bien, au-delà de ces objectifs-là, est-ce que vous êtes conscient ou alors vous êtes sûr que vous pourrez justement parvenir? Pourquoi ce sourire? Mais non, en fait, parce qu'une élection n'est jamais gagnée d'avance. Je crois on ne le Mais dira au-delà de jamais assez. l'élection, il y a bien autre chose au-delà des sénatoriales de mars prochain. Ben oui, c'est-à-dire que nous continuons à tenir la dragée haute, nous continuons à être présents sur le terrain et dans les débats. Aujourd'hui, à Douala et au Cameroun, il n'est pas possible qu'on parle de notre pays sans que le PCRN ne soit présent, sans que le PCRN ne fasse entendre sa voix. Donc je crois qu'à ce niveau-là, nous avons un véritable challenge. Et les sénatoriales, c'est une grosse opportunité pour nous, n'est-ce pas, pour continuer à s'aimer la graine, n'est-ce pas, du fédéralisme communautaire. Eh bien, bien sûr. Nous avons une idée de ce que nous pensons du Sénat. Vous savez, le PCN souhaite que le Sénat soit plutôt transformé en une espèce de chambre des sages. Mais en attendant que nous ayons la capacité de changer les choses, on va déjà concourir pour y accéder et mener le débat que nous faisons déjà au niveau de la chambre basse pour que les 15% qui sont réservés pour la dotation des CTD commencent au moins à être appliqués et plein d'autres choses au profit des CTD dont on pourra parler au niveau du Sénat. Donc, cette élection, comme je le disais, c'est un véritable challenge pour le PCN. Et n'oubliez pas que la dynamique que porte le président Kabla Libi, n'est-ce pas, est née ici à Douala. N'est-ce pas, c'est Douala qui porte, n'est-ce pas, qui crée cette dynamique qu'il porte aujourd'hui. Donc, Douala ne peut pas être absent, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit d'une élection comme celle-là. D'accord, merci infiniment Monsieur Vincent de Paul Yédé d'être passé par ici pour parler avec nous de cette thématique principalement. Voilà, peut-être un mot vous avez à dire sur les candidats, justement, sur les personnes qui tout simplement représenteront le PCRN dans le littoral pour cette élection. Oui, je disais tout simplement que nous ne sommes pas encore en campagne, donc oui. je ne vais pas faire campagne. Non, pas du tout. Voilà, donc je voulais tout simplement dire que c'est un nouveau personnel politique, n'est-ce pas, que le PCN met sur le marché. Et donc, on aura l'occasion, n'est-ce pas, en long et en large, de présenter, de parler du projet de société, des idéaux que nous allons défendre lors de cette élection. Mais je voudrais quand même dire que cette élection, ce Sénat que les gens vont élire va avoir un rôle très important à jouer dans l'avenir du Cameroun. Vous savez, quoi qu'il arrive, on finira bien par arriver à ce passage du pouvoir là. On finira bien par arriver. Et quand on sait que le président du Sénat joue un rôle très important, quand on sait que les sénateurs vont jouer un rôle très important, nous souhaitons tout simplement que ceux qui vont être élus, en supposant que tous les partis politiques ont mis vraiment les compétences qu'il faut, que tous ceux qui sont proposés ont le profit de l'emploi, nous souhaitons tout simplement que les choix qui seront faits soient des bons choix pour que le Cameroun, n'est-ce pas, puisse traverser cette période assez délicate qui pointe à l'horizon. Merci infiniment. Allez, on va refermer ce sujet justement avec les dernières paroles du représentant du PCRN ici, sauf si notre consultant voulait maudire. Non, je voulais juste ajouter que ce qui est important, c'est dans une élection,
il faut toujours penser au renouvellement du personnel politique. C'est très important. Parce que le renouvellement du personnel politique a l'avantage d'apporter de nouvelles idées, d'impulser de nouvelles énergies, pour reprendre le terme qui est cher au PCN, c'est-à-dire libérer les énergies. Donc, je crois que c'est important. Très souvent, quelquefois, vous choisissez un bon personnel politique, mais sur le terrain, on voit toute autre chose. Ce fut le cas avec, c'est pas un procès, c'est le constat que nous faisons tous. Tout le monde, tous les Camerounais, notamment les jeunes, ont beaucoup compté sur le président national du PCRN. Mais aujourd'hui, je crois que beaucoup ont déchanté. Je ne sais pas pourquoi. Ben, je crois qu'ils ont leur raison. Mais vous relancez le débat à la place. N'attendez pas que je parte d'ici. Mais non, sans dire un mot à cette perche. Quels sont les espoirs qui ont été portés sur un député, sur 180 députés? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas fait? Mais non. Il a plutôt fait ce que personne d'autre n'a jamais fait avant lui. C'est-à-dire que prendre un parti politique... le fédéralisme communautaire. Il y a des hommes politiques qui sont à 30 ans, 40 ans, dont on n'a jamais su quelle est leur véritable pensée, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils pensent faire du Cameroun? Quel est leur projet de société? Mais lui, il a innové en apportant cela. Et je crois que toutes les actions qu'il pose jusqu'à ce jour, que ce soit sur le stade Olembe, on sait ce qui s'est passé après, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que la jeunesse est fière que ce genre de personnes accèdent à des postes de responsabilité où ils sont capables de faire bouger les choses. Et je crois que je reviendrai sur ce qu'a dit madame en tout début. Nous sommes le parti qui monte et qui monte. C'était pas pour vous jeter des fleurs, monsieur Yédé. C'était juste une façon de parler et dire que voilà, aujourd'hui on connaît le PCRN et puis c'est tout. C'est vrai que certains observateurs partageraient plus facilement l'avis d'Albert Anatole Haïssi ici présent, qui estime justement que le PCRN, au lieu de monter en flèche, à un moment laissé abandonné par ceux qui le suivaient. Ben, écoutez, si vous voulez, vous pouvez organiser un débat là-dessus et chacun viendra avec ses arguments. D'accord, merci infiniment. Avec la participation de Dibangé à la mise en onde de ce programme, on va marquer une courte pause. Il s'agit d'une transition, le temps pour nous de prendre un autre sujet ce matin. Je rappelle que nous parlions des sénatoriales 2023 à venir en mars prochain, mais surtout des listes qui ont été publiées par... Et les CAM, voilà l'organisme qui tout simplement s'occupe de l'organisation des élections au Cameroun. Vincent de Paul Yédé était sur ce plateau pour représenter le PCRN. Martial Bessala était avec nous au téléphone du côté du centre Cameroun. Lui, il était pour représenter le RDPC, le parti au pouvoir. Restez à l'écoute de For You Matin. For You Radio. For You Radio. For You Radio. For You Radio 96.3, la radio qui est faite pour vous. For You Radio, Ouagadougou, Bamako, Conakry, Bujumbura. For You Radio, Jitega, Kayanza, Tombouctou, Bafia. For You Radio, Yaoundé, Maroua, Kidal, Durban. En Afrique, chaque jour a une sagesse. Que disent les sages? Aujourd'hui, on guérit plus facilement d'une maladie que d'une mauvaise habitude. Proverbe camerounais. En Afrique, chaque jour a une sagesse.
chaque jour a une sagesse. Que disent les sages aujourd'hui? La mort est un plat que tout le monde goûtera. Proverbe mauritanien. En Afrique, chaque jour a une sagesse. En Afrique, chaque jour a une sagesse. Que disent les sages aujourd'hui? Les belles paroles ne mettent pas la bouillie dans la marmite. Proverbe botswanais. En Afrique, chaque jour a une sagesse. For You Matin. For You Matin. For You Radio, Ouagadougou, Bamako, Conakry, Bujumbura. For You Radio, Jitega, Kayanza, Tombouctou, Bafia. For You Radio, Yaoundé, Maroua, Kidal, Durban. For You Radio, Malabo, Oyala, Bata, Koudougou. For You Radio, Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Maïdougouri. Bonjour et merci de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser aux auditeurs de For You Media que je salue. Alors vous me demandez quel regard je pose sur la littérature camerounaise. Je pense que la littérature camerounaise aujourd'hui est plutôt dynamique. On a de nombreux auteurs et de nombreuses autrices qui s'attellent à la tâche avec, ma foi, un résultat plutôt satisfaisant. La preuve, c'est les nombreuses récompenses qui sont glanées par les écrivains et les écrivaines du Cameroun à travers le monde. C'est la preuve que les exemples de nos prestigieux aînés, Mongo Betty, Bernard Fonlon, Patrice Caillot, la preuve que voilà, ces exemples ont plutôt été bien suivis. C'est la preuve aussi que l'héritage de ces prestigieux aînés est plutôt en sécurité. Maintenant, évidemment, je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. Par exemple, bien retravailler toute la chaîne du livre au Cameroun de manière à ce que tous les différents acteurs puissent bien jouer leur rôle, aussi bien les auteurs que les éditeurs, les libraires, les diffuseurs, etc. Vous me demandez comment je suis entré en littérature. Pour moi, la lecture et l'écriture sont deux activités complémentaires. Donc, j'ai d'abord commencé par lire des œuvres littéraires, puis je me suis intéressé aux auteurs et aux autrices qui les avaient écrites. C'est comme ça que, de façon naturelle, j'ai commencé moi-même à écrire. J'écrivais en particulier des nouvelles, qui est un genre que je continue à affectionner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'écris davantage pour réfléchir sur un certain nombre de choses qui me passionnent ou que je vois dans mon environnement, dans notre société ou dans le monde. Quant à savoir pourquoi dans mon dernier roman, Derrière le souris du masque, je parle d'un sujet capital, qui est celui du rapatriement des objets culturels et cultuels africains qui sont dispersés à travers le